Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Masculinité. Le cercle rouge, des hommes entre eux. Ginette Vincendo. La question de la sexualité et des rapports sociaux de sexe dans le cercle rouge, comme dans tous les films de gangsters de Jean-Pierre Melville, est à la fois évidente et mystérieuse. Même les critiques français, traditionnellement imperméables aux approches gender, n'ont pas manqué de remarquer que le Doulos 1962, le Deuxième Souffle 1966, le Samouraï 1967, le Cercle Rouge 1970 et Un flic 1972 intensifient la masculinité d'un genre déjà fortement connoté comme tel. Le Cercle Rouge en est un exemple flagrant, puisqu'il se dispense presque entièrement des femmes. De là, jugement, appréciation, voire accusation de machisme ou misogynie d'une part et de sous-entendus homoérotiques d'autre part ont fusé. Pourtant, s'il est certain que Melville marginalise les femmes, les personnages masculins qu'il met en scène sont loin d'être des manifestations d'un machisme triomphant. Les gangsters de Melville sont des êtres mélancoliques, profondément solitaires et vulnérables qui évoluent dans un monde crépusculaire. Leur issue est tragique, au-delà des conventions du genre. Pour décrypter la représentation de la masculinité dans le Cercle Rouge, nous avons choisi 3 pistes, biographiques à travers l'auteur, générique, le film de gangster et textuel, la mise en scène du film. Par ailleurs, la vision melvillienne de la masculinité, aussi mythique et dépouillée soit-elle, n'en est pas moins profondément ancrée dans son époque. Avec plus de 4,3 millions de spectateurs en France, le Cercle Rouge fut aussi le plus populaire des films de l'auteur. L'homme qui aimait les histoires d'hommes. Réalisateur pointilleux et autoritaire, Melville aimait contrôler tous les stades de la réalisation de ses films et de 1956 à 1967, il posséda son propre studio. Même si un certain nombre de ses films sont des adaptations de romans, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas pour le Cercle Rouge, il fut tout le long de sa carrière très impliqué dans l'écriture des scénarios et des dialogues de ses films, ainsi que dans leur production, le choix des acteurs et le montage. Sans tomber dans l'auteurisme primaire, il est donc légitime dans le cas de Melville de mettre en rapport la personnalité de l'auteur et ses personnages masculins récurrents, d'autant plus que dans une certaine mesure, il encouragea lui-même cet amalgame. Ainsi, animé par une passion quasi religieuse pour le cinéma américain, Melville cultiva à la ville une image macho, à mi-chemin entre le héros de western et le gangster, circulant dans Paris au volant d'une énorme voiture américaine, vêtu d'un Stetson et de lunettes noires. Par ailleurs, les témoignages concordent sur son aura de maître ou de padrino, qui aimait créer des liens particulièrement forts avec de jeunes collègues masculins tels que Philippe Labro et Volker Schlendorf, qu'il traitait comme ses fils symboliques. Pas surprenant donc, que des insinuations quant à sa propre sexualité émaillent les commentaires, jamais démontrées, pourtant suffisamment persistantes pour ne pas être ignorées, d'autant plus qu'elles font écho à l'ambiguïté sexuelle de ses personnages. Ainsi Schlendorf affirme, comme le curé de Léon Morin prêtre, les gangsters du Doulos sont des hommes sans femmes. Et là, le lien avec l'homme Melville est évident. Avec cette description quasi obsessionnelle de héros solitaire, c'est de lui que nous parle Melville. Pourtant Melville n'en fut pas moins marié toute sa vie à sa femme Florence, et un certain nombre de ses proches ont mis l'accent sur le goût du cinéaste pour les femmes, parmi eux Jean-Luc Godard qui, dans un aparté étonnamment désinvolte, indique que avec lui je pouvais parler des femmes, il me trouvait des filles si j'en avais besoin, ce n'était pas tabou pour lui, et ça m'a influencé. Ou Daniel Cauchy, L', un des interprètes de Bob le Flambeur qui résume joliment la situation. Melville, dit-il, aimait beaucoup les femmes mais adorait les histoires d'hommes. Et en effet les films de Melville racontent dans leur majorité des histoires d'hommes, des histoires de gangsters entre eux, le Doulos, de gangsters et de policiers, Bob le Flambeur, le Samouraï, le Cercle Rouge, Un flic, ou simplement d'hommes entraînés dans une aventure, à deux hommes dans Manhattan, l'aîné des fers chauds ou en groupe, l'armée des ombres. Pour comprendre la singulière ubiquité de ce schéma narratif, plutôt que d'émettre des spéculations sur une hypothétique homosexualité, du metteur en scène ou de ses personnages, il sera plus utile de se tourner vers le concept d'homosocialité. Le terme signifie la préférence culturelle, sociale, institutionnelle, pour la compagnie des membres de son propre sexe sans nécessairement impliquer une attraction érotique. De par sa nature,
La société patriarcale a longtemps favorisé l'homosocialité chez les hommes. Dans le monde homosocial, les rapports sociaux ainsi que les émotions circulent entre hommes, excluant les femmes de facto. Pour quelqu'un de la génération de Melville, né en 1917, le passage à l'armée, la guerre et la résistance, puis la fréquentation du monde du cinéma dans les années 1950 et 1960, impliquait de vivre dans un monde d'hommes et il est donc permis à cet égard de considérer ses choix artistiques comme en accord avec sa vision du monde. Du monde homosocial masculin à la misogynie, il n'y a qu'un pas. Melville l'a-t-il franchi ? Une ancienne étudiante de l'IDEC au moment où Melville y donna quelques cours, Dominique Crèvecoeur, devenue par la suite productrice, semble le confirmer. Melville avait donné à la classe un exercice sur l'armée des ombres, rendant le travail corrigé. Il a appelé les auteurs des devoirs intéressants pour commentaires. En 3e position, il a appelé Dominique Crèvecoeur. Et donc, je me suis levé. Il a dit : « Il est où Dominique Crèvecoeur ? » J'ai répondu là, en levant la main. Et quand il a vu que c'était une femme, il a reposé le dossier et a pris en main le suivant. Et là, il y a eu un remous dans l'amphi. J'avais compris 1, que mon devoir était parmi les meilleurs et 2, qu'aucune de celles qui pourraient s'appeler Béatrice, Jacqueline et autres n'aurait été digne d'être retenue. J'ai reçu cela comme une gifle. C'est le même Melville qui disait en 1968 : « Je crois qu'un créateur de cinéma est un monsieur, c'est vrai, car il n'y a pas de dame qui soit des créatrices de cinéma. » Françoisa Ude accent aigu va plus loin. La violence entre hommes existe dans le cinéma de Jean-Pierre Melville. Lorsqu'elle s'exerce en direction des femmes, elle change de style, elle devient violence sûre, pouvoir d'humilier, volonté d'écraser. C'était aussi cela le grand Melville, 11. Dans les écrits sur Melville, ces opinions sont cependant rares. Les commentateurs ont généralement feint de ne pas voir le problème ou bien ont défendu Melville contre de telles accusations. Par exemple, Denitsa Bancheva avance que d'aucuns ont pu parler de misogynie et de puritanisme chez Melville. Il nous semble que s'il arrive au cinéaste de montrer les femmes humiliées, ou de laisser hors champ les scènes érotiques que le spectateur devine, cela ne suffit pas pour en tirer des conclusions générales. L'un des rares critiques français de l'époque des films de Melville a porté un commentaire sur leur masculinité très marquée, approuve le cinéaste, qui pour lui s'est simplement passé des habituelles jolies filles. Là aussi, il nous semble futile de prendre la défense de Melville ou de le condamner. Il convient plutôt de considérer ces films comme imprégnés d'un code masculin correspondant à son habitus socioculturel lié à son époque. Cependant, il est également crucial de ne pas ignorer la dimension fortement genrée de ce code, ce que la mise en scène dépouillée de Melville et son recours à des personnages mythiques ont eu tendance à faire oublier. Il convient aussi de lier ce code masculin à un genre bien précis, celui du film de gangster. Melville et le film de gangster, professionnalisme et masculinité. L'affaire est entendue, Le Cercle Rouge est un film d'hommes. L'affiche du film, avec son quatuor de stars masculines, Alain Delon, Corret, Yves Montand, Janssen, Gian-Maria Volonté Vogel et Bourvil, l'inspecteur Mattei, prévient d'emblée le spectateur. Melville dans Le Cercle Rouge s'inscrit pleinement dans l'iconographie masculine du film de gangster, qu'il soit hollywoodien ou français. Le trench-coat et le par-dessus, le feutre, les lunettes noires composent des silhouettes carrées, menaçantes, tandis que la symbolique phallique du revolver et des grosses voitures n'est plus à démontrer. La scène du pré-générique nous met dans l'ambiance. 4 hommes ainsi vêtus roulent dans une voiture la nuit. Le film immédiatement joue aussi sur l'intensité et l'ambiguïté des rapports masculins. Mattei et Vogel, le flic et le gangster, sont enchaînés par des menottes et partagent une cabine dans le train de nuit. Leur proximité fait écho à la frontière poreuse entre le bien et le mal que le film met en avant. Tout coupable, répète l'inspecteur général des services, mais aussi à l'intimité des rapports tacites entre hommes, intimité qui marquera les rapports entre les 3 gangsters une fois le groupe formé. Corret et Vogel, lors de leur première confrontation dans un champ désert, se comprennent sans parler, par des regards et des gestes, tels que l'échange de cigarettes, un motif qui sera porté à son comble dans la très longue scène du hold-up que vont commettre Corret, Vogel et Janssen à la bijouterie Mauboussin, place Vendôme, qui se déroule entièrement en silence. En effet, Le Cercle Rouge appartient au sous-genre du film de hold-up, dans lequel un groupe d'hommes se réunissent pour commettre un casse particulièrement audacieux,
et qui va faire appel à un éventail de talents connotés comme masculins. Force physique, rapidité, balistique, tir de précision, contact dans le milieu ou la police. Le hold-up dans le cercle rouge structure classiquement le récit en 3 parties, constitution de l'équipe, hold-up, conséquences, tout comme dans ses illustres prédécesseurs, entre autres The Asphalt Jungle, John Huston 1950, et Du rififi chez les hommes, Jules Dassin 1955, qui tous les deux inspirèrent Melville, ainsi que ses propres films comme Bob le Flambeur 1956 et Le Deuxième Souffle. Par-delà sa fonction purement spectaculaire, prouesse technique, suspense, le hold-up fonctionne comme mise en scène de la masculinité à l'œuvre. Sa mise en valeur de l'action et des compétences, de la précision du mouvement et de la discipline, l'inscrit dans une des sphères traditionnelles de la représentation du gender, où pour citer Pat Kirkham et Janet Tumin, compétences et prouesses sont des repères importants de la masculinité. Le professionnalisme du hold-up confère aux hommes un prestige, voire une noblesse, à laquelle les femmes n'ont pas accès. En effet, le hold-up mobilise la forme de travail la plus noble dans la hiérarchie criminelle, proche de l'artisan et de l'artiste. Voir par exemple, la préparation par Janssen de l'alliage métallique pour les balles, représentée en une série de plans liés par des volets pour indiquer sa concentration et le passage du temps. Le personnage de Janssen illustre également à quel point les compétences professionnelles sont utilisées comme un remède contre une masculinité en crise. L'homme nous est brutalement présenté dans les affres du délirium très mince, rendu dans un style expressionniste par des rats, des lézards, des scorpions, des serpents et d'immenses araignées rampant sur son lit. Melville dans le scénario original du film parle de délire alcoolique à la Faulkner, mais la scène, très critiquée à l'époque, est aussi un rappel d'un moment semblable dans The Lost Weekend de Billy Wilder 1946. Bien que peu d'informations soient données sur son passé, il apparaît que Janssen, ancien policier et brillant tireur d'élite, se retrouve dans cet état parce qu'il est au chômage. Au mur de sa chambre minable, un tableau surréaliste qui représente un revolver encadré nargue le personnage non rasé, en sueur, aux gestes désordonnés qui halète et crie quand le téléphone sonne, et qui se détourne de sa propre image dans le miroir. La proposition de Corey et de Vogel de s'associer à eux pour le hold-up va lui fournir un traitement miraculeux dont nous suivons les étapes. Janssen rencontre Corey pour la première fois chez Santi et indique sa vulnérabilité en refusant de boire. Plus tard, quand il va repérer les lieux chez Mauboussin bien habillé, sa main tremble légèrement quand il ouvre la porte d'entrée. Janssen poursuit sa réhabilitation en s'exerçant à tirer sur des cibles et fait avec une précision scientifique rigoureuse des moulages de balles spéciales. Il transporte son fusil dans un étui de guitare et possède un violon chez lui, ce qui connote avec une grande économie de moyens le talent artistique et la compétence professionnelle. Enfin, lorsqu'il arrive sur les lieux la nuit du hold-up, il ouvre son étui dans lequel son fusil et un trépied sont parfaitement rangés dans du velours bleu et il entreprend calmement de les déposer sur la table, comme les instruments d'un chirurgien. Le cambriolage atteint son point culminant quand, d'un tir virtuose, il parvient à désactiver le système d'alarme, ironiquement marqué JPM aux initiales de l'auteur. Par bravade, il enlève même le fusil de son trépied et tire sans support, reprise d'un moment semblable du Deuxième Souffle. L'exploit achevé, Janssen sort un flacon en argent mais ne fait qu'en sentir le contenu. Que sa virilité soit restaurée, à présent qu'il a retrouvé son sang-froid et le contrôle de ses gestes, est confirmé par le fait qu'il est à nouveau capable de se regarder dans le miroir. Son élégance accrue à chaque scène en témoigne aussi, et finit par concorder avec la persona élégante et débonnaire de la star Yves Montand. Les compétences professionnelles constituent aussi un élément capital du lien entre hommes car elles concrétisent leur confiance mutuelle. Ainsi, à un moment clé du cambriolage, Corey et Vogel doivent, en silence, laisser entrer Janssen. De l'intérieur de la bijouterie, ils n'ont pas moyen de savoir si celui-ci est bien de l'autre côté de la porte au moment convenu. Ils regardent leur montre, se regardent, ouvrent la porte. Janssen est là. Cependant, comme toujours chez Melville, cet éloge du professionnalisme est perverti par la vision pessimiste de l'auteur. L'échafaudage savant de la préparation et l'exécution magistrale du hold-up s'écroule comme un château de cartes. Certes, il s'agit là d'un motif inhérent au genre, puisqu'il est dit que le crime ne paie pas, le hold-up doit, après son succès initial, échouer. Mais Melville se sert aussi de ce motif à ses propres fins.
S'il est souvent dit que ces films portent sur la loyauté et l'amitié masculine, Le Cercle Rouge illustre particulièrement bien à quel point il porte autant sur la trahison et surtout sur l'impossibilité de créer des liens. La camaraderie née de l'action en commun ne débouche que sur la solitude et la mort. Le triomphe professionnel de Janssen et sa forme retrouvée ne le conduiront pas à une vie normale, mais à une autre forme de solitude, semblable à celle de Mattei qui, en policier au passé douteux, est son double inversé. Ce que la solitude de Janssen ou de Mattei a en commun, ainsi qu'avec le couple Corey-Vogel, c'est l'absence de femmes. Le Cercle Rouge, l'adieu aux femmes. Melville s'est justifié de la présence féminine particulièrement faible du Cercle Rouge comme d'une réaction contre la vague montante de l'érotisme dans le cinéma français de la fin des années 1960. Dans Le Cercle Rouge, je n'ai pas écrit un seul rôle de femme. Je l'ai fait inconsciemment, sans le vouloir, par réaction contre tout ce que j'ai vu pendant ces derniers 3 ans à la commission de censure, et en raison de son côté Ancien Testament. La réaction de Melville, outre une certaine mauvaise foi, il est permis de douter de l'aspect inconscient de ses décisions, est éclairante sur la place des femmes dans l'imaginaire masculin de l'époque, elles ne peuvent que signifier la sexualité. C'est d'ailleurs, finalement, exactement ce qui se passe dans Le Cercle Rouge où les femmes, quoi qu'en dise Melville, apparaissent, ô combien brièvement, de 2 manières qui illustrent parfaitement la représentation de la femme en tant qu'objet sexuel dans le cinéma classique, telle qu'elle a été analysée par Laura Mulvey. En spectacle au sens littéral du terme et en objet d'échange entre hommes. La femme spectacle apparaît dans Le Cercle Rouge dans 3 numéros de danse dans le cabaret chez Santi, un indicateur interprété par François Perrier. Dans les 3 cas, les danseuses sont habillées assez vulgairement, et dansent comme dans un état second. De la même façon que dans les policiers précédents de Melville, le style et l'élégance reviennent aux hommes, tandis que les femmes sont maternelles ou caricaturalement sexy. Il semblerait que la pratique de Melville en tant que réalisateur ait elle-même reflété cette hiérarchie. Le vêtement de l'homme a dans mes films une importance capitale. Quand il faut habiller une comédienne, la plupart du temps, mon assistant s'en charge. Cela me passionne beaucoup moins. 20. Dans le premier spectacle, les danseuses sont habillées en prostituées, jupes courtes fendues, bas à résille. Dans le second en flappers des années 1920 dansant le Charleston sur l'air de Chicago, et dans le troisième en sauvage et dansant au son d'un tam-tam. L'espace scénique, légèrement surélevé, est situé au milieu du cabaret et dans chaque cas la caméra nous le montre avec les truands devant ou derrière. Melville pointe de ce fait le statut stéréotypé de ces personnages. Des hommes en uniforme de gangsters se rencontrent pour la conduite de leurs affaires, tandis que des femmes sont ostensiblement déguisées en stéréotypes féminins, la prostituée, la danseuse de Charleston, la femme primitive. Mais tandis que ces truands revendiqués en tant que tels par l'auteur sont néanmoins aussi des agents narratifs, ces femmes ne quitteront jamais l'espace scénique. Ces épisodes en fait montrent un Melville, comme Laura Mulvey l'a soutenu à propos de Jean-Luc Godard, à la fois critique et complice des représentations sexistes des femmes. Critique comme le prouve le haut degré de réflexivité du film, complice parce que les scènes enferment les femmes dans ces représentations sexistes et ne leur accordent aucune autonomie. Par ailleurs, le rôle des femmes dans Le Cercle Rouge en tant qu'objet d'échange entre hommes est clairement démontré dans quelques scènes très brèves qui concernent l'ancienne amie de Corey. Lorsque Corey sort de prison, après qu'un garde lui a transmis un tuyau sur le futur hold-up, on lui remet 3 photographies d'une femme, très belle, qu'il essaie ostensiblement de laisser sur le comptoir mais que les gardes lui rendent. Ce détail apparemment anodin montre à la fois le peu de cas que Corey fait de cette femme et le rôle important que sa photographie va jouer. Un peu plus tard, Corey se rend chez Rico, le truand qui l'a trahi, dans le but de se venger. Nous apercevons la femme de la photo dans le lit de Rico puis derrière la porte, son visage filmé exactement dans la même pose que sur la photographie, et comprenons alors qu'elle aussi l'a trahi en devenant la maîtresse de Rico. Corey devine qu'elle est derrière la porte, mais ne cherche pas à la voir. Cette femme que nous ne reverrons plus, qui ne parle pas et n'a pas de nom, le rôle est interprété par Anna Dworkin, reste donc littéralement une image. Corey place alors sa photographie dans le coffre-fort de Rico, après s'être approprié son argent et son pistolet. Le jeu sur la valeur d'échange de la sexualité féminine ne pourrait être plus clair. Plus loin dans le récit,
Corey pénètre dans son appartement parisien pour la première fois depuis sa sortie de prison, accompagné de Vogel qui l'a rencontré en route. Il fait prudemment le tour des lieux avec une lampe de poche qui produit un éclairage expressionniste sur le décor recouvert de poussière et de toiles d'araignée, les rideaux agités par le vent de la fenêtre ouverte, le tout donnant une forte impression d'un lieu fantomatique. Au passage, la lampe de Corey illumine une série de gravures érotiques, elles aussi poussiéreuses, sur le mur, signalant ainsi ingénieusement sa sexualité endormie. La caméra fait alors un panoramique jusqu'à la table de chevet, où trône la même photographie de son ancien ami dans un cadre. Corey le ramasse et le jette dans une poubelle, alors que Vogel est debout en silence à ses côtés. Le geste révèle clairement l'abandon final de la sexualité hétérosexuelle du personnage. Dans le scénario, Melville insiste sur le fait que bien que Corey, à sa sortie de prison, regarde une jolie serveuse dans un café, il se rend dans une salle de billard au lieu de se rendre dans un bordel comme le personnage interprété par Delon dans Le Clan des Siciliens. Que Corey jette la photographie de son ancienne maîtresse dans la corbeille à papier au moment où Vogel s'installe chez lui, peut être interprété comme suggérant un lien homosexuel entre les deux hommes, d'autant plus que nous les voyons s'habiller le matin suivant, Vogel portant le pyjama de Corey, brodé d'un monogramme C. Mais ceci restera entièrement à l'état de suggestion, et les rapports entre les deux hommes en resteront au stade homosocial. Outre que l'hétérosexualité de Corey est garantie par l'épisode de l'ancienne maîtresse, la sexualité dans le film est entièrement sublimée, dans la persona des stars, Delon en particulier, les compétences professionnelles, l'attention narcissique aux vêtements et une abondance d'images phalliques. Les habituelles voitures et revolvers, mais aussi des instruments longs, des queues de billard et la colonne de la place Vendôme. Comme dans les autres films de gangsters de Melville, le modus vivendi de la masculinité est celui de l'homme solitaire ou du couple masculin dont la mise en scène suggère la stérilité. La rencontre entre Corey et Vogel, marquée comme on l'a vu par un intense échange de regards, a lieu dans de vastes champs gelés baignant dans une palette de couleurs à dominante bleu-gris. L'immense horizon derrière eux suggère une dimension mythique, comme dans un western, mais le paysage et la gamme des couleurs parlent d'une solitude existentielle, que souligne aussi la mise en scène des intérieurs de Corey, Jansen et Mattei. La photo d'une femme et d'un enfant sur le bureau de ce dernier fait allusion à une famille, mais comme pour la maîtresse de Corey, il s'agit d'une image fermement située dans le passé. Il ne vit désormais qu'avec ses chats, sous un cadre qui sera lui aussi brutalement renversé par Santi. Dans l'univers melvillien, les femmes et la famille signifient la vulnérabilité. Ce point est démontré par l'épisode où Mattei exploite cyniquement l'affection de Santi pour son fils, reprenant un thème similaire de l'Armée des Ombres où l'amour d'une femme, Mathilde, Simone Signoret, pour sa fille met en danger le réseau de résistants, alors que dans le groupe de frères, au contraire, sont eux capables de nier leurs liens familiaux au nom de la résistance. Pour accomplir leur trajectoire, les héros du Cercle Rouge doivent être libres de tout lien. Relations avec femmes et maîtresses, famille et enfants, bref avec la vie, qui menace de les détourner de leurs actions. Le côté positif d'une telle construction de la masculinité, en particulier dans le film de gangster, renvoie au terme anglais de cool, très prisé dans notre culture. Une nonchalance qui cache une grande dureté, une attitude de dandy particulièrement évidente dans le samouraï, un détachement fondé sur le déni des émotions. Tous ces traits contribuent à expliquer l'attrait, voire le culte, de Melville auprès d'un certain public, que l'on peut deviner à dominante masculine, et son influence sur des réalisateurs tels que Quentin Tarantino et John Woo, dont les films prolongent en l'exagérant vers une plus grande violence son univers masculin voire masculiniste. Le revers de la médaille est un égocentrisme stérile, un manque de communication proche de l'autisme. Bien sûr, les héros de Melville ne sont pas autistes au sens scientifique du terme. Ils peuvent, on l'a vu, communiquer l'un avec l'autre par leurs gestes professionnels. Mais comme le montre la scène du hold-up, ils accomplissent leurs tâches en silence et vivent seuls ou avec des animaux. Comment pouvons-nous comprendre l'attrait de tels personnages pour un public familial ? Nostalgie cinéphile, nostalgie masculine. Le succès du Cercle Rouge, bien entendu, s'explique par les très grandes qualités du film qui échappent au domaine de cet article. En particulier une brochette impressionnante de stars, Delon, Montand, Bourvil et Volontais,
et l'extraordinaire maîtrise stylistique de Melville, alors au fait de sa carrière, capable de tenir le spectateur en haleine pendant près de 2 heures et demie. En revanche, d'autres aspects du travail du cinéaste pourraient suggérer un cinéma difficile d'accès, éloigné du grand public. Le minimalisme de sa mise en scène et le recours au cinéma de genre, largement perçu comme américain, font que l'on a eu tendance à voir son cinéma de la fin des années 1960 comme hors du temps. Pourtant, si les films de Melville sont imprégnés de la nostalgie des gangsters américains des années 1930 et 1940 et du samouraï japonais, ils parlent aussi à et de la France des années 1960. Les 3 derniers films de gangsters de Melville, qui sont tournés en couleur, nous montrent un Paris à la fin des années 1960 parfaitement reconnaissable. L'action du Cercle Rouge prend place dans les quartiers nantis de la capitale où les riches bourgeois côtoient les criminels de haut vol. Ces 2 mondes a priori éloignés se croisent dans des cabarets de luxe et dans des night-clubs au décor ostensiblement moderniste, comme celui de Santy. Nous sommes loin des petits bars chaleureux de Montmartre dans Bob le Flambeur. Les truands désormais se mêlent au nouveau cadre. Ainsi Janssen se confond avec les riches clients de la bijouterie Mauboussin. Farid Chenoun a montré comment les vêtements du gangster dès les années 1930 copiaient ceux de l'homme d'affaires. Les costumes soignés, les lunettes noires, les cheveux gominés, les chapeaux et les mallettes connotent donc à la fois le gangstérisme et le nouveau capitalisme dans la dernière décennie de la France des Trente Glorieuses. La mise en scène révèle des décors froids aux lignes modernistes, comme l'appartement de Corée. La précision du braquage spectaculaire du Cercle Rouge montre combien les truands maîtrisent les nouvelles technologies. Néanmoins, ils ne sont pas régis par l'appât du gain, ou le désir de conquérir le monde. Significativement, ce sont tous des hommes d'âge mûr, Melville ayant sciemment vieilli de long. Si je mets une moustache à Delon par exemple, eh bien ça y est, c'est l'homme, ce n'est plus le joli jeune homme, mais l'homme. Aucun ne semble jamais profiter des richesses acquises, et le film se termine en véritable carnage dans lequel tous les gangsters meurent. Et le dernier geste de Mattei, qui rend des bijoux sans doute mis pour jouer le receleur, lui-même prête à ambiguïté puisque s'ajoutant à l'air désabusé du policier, il semble donner raison à la phrase de son chef, « tout coupable ». Le crime, parfaitement exécuté, devient une forme d'acte gratuit. À cet égard, les truands de Melville peuvent être perçus comme faisant écho à la culture moderniste de la France d'après-guerre, en particulier celle du nouveau roman et du théâtre de l'absurde. Dans son analyse féministe du western américain, Jane Tompkins considère l'univers masculin occidental comme un rejet de la vision de la femme au foyer dans la littérature américaine du XIXe siècle, ainsi qu'une réaction à l'émancipation des femmes au XXe siècle. De la même manière, la masculinité dans les films de Melville peut être lue comme sinon un rejet, du moins une fuite à la fois de la féminisation de la société dans l'après-guerre et de l'émancipation féminine qui se profilait dans les années 1960. On a vu la réaction de Melville à la perspective d'imaginer une femme cinéaste. Le genre du film de gangster permet à Melville une réflexion, oblique certes, sur ces changements. La technologie dure peut être contrôlée par les hommes, les voitures, les armes à feu, les trains et les hélicoptères, les caméras de surveillance et les signaux d'alarme, mais les technologies orientées vers les femmes, celles qui contribuent à la colonisation de la vie quotidienne, sont effacées de l'univers du film. Il est révélateur à cet égard que les quelques plans de cuisine montrent ces lieux occupés par des hommes qui ne cuisinent certainement pas. Janssen y fabrique ses balles en alliage métallique, Mattei y donne à manger à ses chats. Le film désigne les truands comme des figures patriarcales qui relèguent les femmes à des espaces marginaux, afin de pouvoir jouir d'actes excitants, quoique mortifères, sous couvert de la figure mythique du gangster hollywoodien classique. Au-delà de l'hommage cinéphilique, l'appel à un univers cinématographique révolu révèle un regard implicitement nostalgique sur un monde avant la libération de la femme. C'est là aussi qu'il faut chercher la raison du succès du Cercle Rouge. Bibliographie. BSNTCHEV à Denitsa, Jean-Pierre Melville, De l'œuvre à l'homme 3, Librairie Bleue, 1996. Marat François, L'entretien avec Jean-Pierre Melville, Paris, Séguier, 1999. Bureau Patrick, Chronique melvillienne, I, Cinéma 68, numéro 128, août-septembre 1968. Bureau Patrick, Chronique melvillienne 2, Cinéma 68, numéro 129, octobre 1968. Mulvey Laura, Visual Pleasure and Narrative Cinema,
in Bérénice Reynaud et Ginette Vincendo dire 20 ans de théorie féministe sur le cinéma, Cinémaction numéro 67, 1993. Noguera Rui, Le cinéma selon Jean-Pierre Melville, Paris, édition de l'Étoile Cahiers du cinéma, 1996-1973. Ross Christine, Rouler plus vite, laver plus blanc. Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années 60, Paris, Flammarion, 2006, 1996. Vincendo, Ginette, Autistic Masculinity in Jean-Pierre Melville Scream Thriller, in Alex Hugh and James Williams dire, Gender and French Cinema, Oxford et New York, Berg, 2001. Vincendo, Ginette, Jean-Pierre Melville, en American in Paris, London, BFI 2003. Wagner, Jean-Pierre Melville, Paris Segers, 1963. Zimmer, Jacques et de Béchade, Chantal, Jean-Pierre Melville, Paris, Edilig, 1983. André Bourvil chez Jean-Pierre Melville. Geneviève Cellier. Lorsque le Cercle Rouge sort le 21 octobre 1970, Bourvil vient de mourir un mois plus tôt, le 23 septembre 1970, d'un cancer des os dont il souffrait depuis plusieurs années. Même s'il y a une dimension d'hommage aux disparus dans les commentaires élogieux des critiques lors de la sortie du film, la performance de l'acteur reste, avec le recul, un exemple réussi de contre-emploi. En effet, cet acteur et chanteur populaire qui s'était construit de son propre aveu une image d'imbécile heureux, paraissait aux antipodes du monde melvillien, y compris de la vie du cinéaste. Le rôle du commissaire avait été écrit pour Lino Ventura, avec qui Melville s'était fâché, et c'est son producteur, Roger Dorfman, qui lui suggéra le nom de Bourvil. Melville trouva d'abord l'idée ridicule, parce que Bourvil était associé pour lui à des chansons populaires comme La tactique du gendarme ou Les crayons. Il est d'autant plus intéressant d'observer la méthode du cinéaste pour transformer Bourvil en acteur melvillien. En décembre 1969, Melville emmène Bourvil dans une petite salle de projection privée située au 36 de la rue de Ponthieu. Je vais vous montrer un film qui s'appelle De sang-froid, un étonnant thriller réalisé par Richard Brooks 2 ans auparavant. À un moment donné, vous verrez un policier joué par John Forsythe. Je vous toucherai le bras. C'est comme lui que je veux que vous soyez. Au moment de la séquence après que Melville le lui a signalé, Bourvil lui murmure « Mais il est beau lui. » Ce n'est pas mon cas. Et en plus, il est bien habillé. Melville lui répondit aussitôt « Faites-moi confiance, vous serez aussi beau et aussi élégant que lui. » Selon Bernard Stora, son premier assistant sur le film. Ça s'est passé en 3 étapes. Il a commencé par lui faire des costumes par le plus grand tailleur de Paris. Bourvil qui n'avait jamais été bien habillé de sa vie, c'était un homme simple, d'origine paysanne. Il avait les moyens de s'acheter des costumes. Melville était un homme très chic, qui connaissait très bien les beaux tissus, les bons faiseurs, les chausseurs, les chapeliers, etc. Et donc, pour la première fois de sa vie, Bourvil s'est vu avec des costumes impeccablement taillés, qui lui allaient absolument parfaitement, et tout à coup il se regardait, je vois encore Bourvil disant « Mais je suis beau, je suis beau ». Après ça, Bourvil avait une légère calvitie, il lui a fait faire un toupet, et donc Bourvil se regardait dans la glace et il se reconnaissait de moins en moins. Après ça on est allé chez un grand chapelier, et il lui a fait essayer des chapeaux, et Bourvil ne portait pas de chapeau, on ne portait plus d'ailleurs de chapeau à cette époque. Et donc la silhouette de Bourvil changeait de plus en plus, et véritablement Bourvil n'était plus Bourvil, à la fois les choses lui allaient bien donc il n'était pas gêné, mais il n'était plus le même homme, il ne pouvait plus jouer de la même façon. Et enfin, et ça c'est vraiment une intuition géniale, Bourvil qui traînait sur toutes les syllabes, qui était un Normand, il lui a demandé d'avaler les mots comme par exemple au lieu dire « je vais », dire « je vais » systématiquement faire l'élision des E. C'était un boulot fou pour Bourvil, parce qu'il n'était pas du tout habitué à parler comme ça, et comme c'était un homme très consciencieux, très bon, très travailleur, et puis un homme de music hall, c'est-à-dire comme montant d'ailleurs un homme habitué à apprendre des choses qu'il ne savait pas faire, comme un numéro. Bourvil l'a fait, a appris tout son texte comme ça, il s'est vraiment donné un mal de chien, et je vous assure que quand vous jouez la comédie en réfléchissant à dire « je vais » au lieu de « je vais », et ça, 18 fois par phrase, vous n'avez pas le temps de penser à jouer l'inspecteur. Vous enlevez complètement de votre tête des choses qui sont habituellement ce qui préoccupe les comédiens, et vous devenez un acteur melvillien,
c'est-à-dire un acteur d'une grande sobriété, un peu comme un acteur de Bresson, c'est-à-dire avec une certaine hiératisation des attitudes, des façons de s'exprimer, une certaine mécanisation. Le cinéaste a donc entrepris de métamorphoser l'acteur pour le faire rentrer dans son univers. Le résultat fut à la hauteur de ses espérances, comme en témoigne cette déclaration postérieure. André Bourvil est un grand acteur, l'un des plus grands acteurs français, mais ce n'est pas a priori un acteur melvillien. Je trouve qu'il a accompli une belle performance dans Le Cercle Rouge, et je le dis d'autant plus convaincu que je viens de revoir le film sur ma table de montage. Il y a des moments où André Bourvil est absolument bouleversant. Il apporte à mon histoire un élément d'humanité que je n'avais pas imaginé et que n'aurait pas apporté Lino Ventura. Avant d'examiner en détail la nature de cette performance et le sens qu'elle prend face à celle des autres acteurs du film, Alain Delon, Yves Montand, Gian Maria Volonté et François Perrier, nous reviendrons sur la carrière de Bourvil, qui contrairement à ce que pourraient faire croire les films qui ont fait sa gloire, Le Corneau 1965 et La Grande Vadrouille 1967, a régulièrement depuis le début des années 1950 joué des rôles dramatiques. Cet aspect de son talent est moins connu parce que les films dramatiques qu'il a tournés n'atteignent pas les sommets du box-office, comme certaines de ses comédies. Mais dans les films dramatiques où il est tête d'affiche, on trouve des succès comme La Traversée de Paris, Claude Autant-Lara, 1956, 4 890 000 entrées, Le Miroir à deux faces, André Cayatte, 1958, 2 865 000 entrées, ou Fortuna, Alex Joffé, 1960, 3 338 000 entrées. Dans ces deux derniers films, il a comme partenaire Michel Morgan, et Les Grandes Gueules, Robert Enrico, 1965, 3 593 000 entrées. Sa filmographie dramatique recouvre peu ou prou le cinéma de qualité des années d'après-guerre, avec des scénarios. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.